Littérature, c'est cette insistance, cette revenance, à travers siècles et langues, l'abattement d'un cœur, que la mort n'éteint pas. Nous mourrons et notre émerveillement survivra. Et c'est cette mélodie, ce rythme, cette phrase de 59 mots qui nous fait sentir qu'il y a quelque chose de plus fort que le néant, de moins vain que notre courte vie. Et ce qui nous enchante, c'est que ce rythme de notre peur, de notre souffrance, cet entêtement du mort à écrire et décrire sa mort est toujours le même exactement. C'est le pouls de la vie qui s'entend vivre et qui, en passant d'une œuvre à l'autre, transmet, perpétue, ne meurt jamais pour toujours. Tout est détruit, rien n'est perdu. Je te croyais mort, bien-aimé, mais tu étais seulement passé dans une autre vie. C'est un des passages du Aïe Aïe, le cri de la littérature, le dernier livre d'Hélène Cixous. Toute notre conversation sera comme une sorte de commentaire et de digression, bien sûr, à partir de ce passage qui, je trouve, concentre et condense la conception de la littérature d'Hélène Cixous, son amour de la littérature et sa foi, si je puis oser ce mot, en la littérature. Comme toujours dans ce livre, dont je ne peux pas cacher que je l'ai adoré, et on peut des fois prononcer ce mot d'adorer, cela circule à un train d'enfer, entre armes et larmes, voix mêlées, personnages et auteurs qui s'entremêlent, rires et mourir, fleurs et pleurs, rêves et fêtes aussi, parjure et donc littérature. Vous verrez que le duo d'Ajax et Hamlet fonctionne en merveille à travers Sophocle et Shakespeare, à la vie et à la mort. Tout est toujours relevé, un personnage en relève un autre, ou relève son auteur, un écrivain relève un autre écrivain, et il y a un livre dans une autre, Marseille par exemple, Sévigné, Taylor French, Faulkner, et c'est Attila Lindgren, le personnage de Tandis que j'agonise, qui répond. Et Hélène Cixous écrit « Relevez-vous morts et vivez autrement. Morts, levez-vous et racontez-moi votre mort. » C'est le cri pour moi d'Aïe Aïe, le cri de la littérature, vient de paraître chez Galilée, avec des encres d'Adèle Abdessémède, qui dessinent, entre autres, on y reviendra peut-être, des pieds marchant sur des braises et sur des roses. Cet artiste a exposé il y a 2 ans, je crois, au musée Unterlinden à Colmar, 4 Christ en fil de fer barbelé, et a fait une grande exposition au musée Pompidou à Paris il y a 2 ans. Cette exposition s'intitulait, et ça m'a tout de suite interpellée, on en viendra peut-être à en parler, elle s'appelle « Je suis innocent ». Alors on verra si la littérature est innocente. C'est un livre vertigineux, polyphonique et polyphénix. Vous verrez aussi la signification de cela. On verra pourquoi ensemble, entre prière et impératif. Hamlet dit aïe, parce qu'à la fin on meurt, et peut-être qu'Hélène nous parlera de ça. Mais on n'a pas fini avec la vie posthume. Donc aïe aïe, c'est à partir d'un cri. Bonjour Hélène. C'est un cri qui me fait parler comme un mort, mais après tout comme une morte. Mais c'est peut-être un peu vrai. Donc tu es vivante. Non, je dirais que je suis survivante, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. Bien sûr que c'est un mot qui est équivoque, comme l'a souligné Derrida, notre survivant. Un survivant, c'est quelqu'un dont couramment nous pensons qu'il a survécu à une catastrophe, à un naufrage, à une mort, mais c'est aussi une façon de dire que la vie est aussi, si elle est vivante, elle est plus que la vie. Il faut qu'elle soit hyper-vie, survie, sous-vie aussi. Hein. Voilà. Alors ce cri aïe aïe, d'où est-ce qu'il t'est venu? D'abord, je pense que, comme tout le monde, c'est un cri qui accompagne mon existence. Aïe, 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 aïe. Oui, bien. Je
pense que tout le monde a poussé ce cri-là. Et en poussant ce cri, on se dit, nous sursautons. Au fond, lorsque nous crions de cette manière, nous tressaillons, c'est-à-dire que nous vérifions que nous sommes bien en vie quand même. Hein, en vie quand même. Mais si je l'ai retenu, même s'il est le plus ancien des cris que j'entendais dans mes maisons de petite enfance, et je dois dire qu'il pose des questions si on veut le traduire. Hein. Bon, ça on peut y revenir. Si je l'ai retenu, c'est que je l'ai trouvé explosant et me faisant tressaillir dans un moment bouleversant, à la fois d'Homère, dans l'Iliade, et dans sa reprise dans un texte de Sophocle qui s'appelle Aïe aïe aïe. Voilà. Alors je vous le raconte rapidement parce que c'est quand même une perle, un diamant, un chef-d'œuvre. C'est là que ça commence la littérature. C'est le moment où un des personnages de l'Iliade éclate, explose de douleur, de rage, et en meurt. Or, ce cri, c'est son propre nom. C'est-à-dire que nous découvrons, lorsque nous lisons, et que nous faisons attention, que nous écoutons ce que nous lisons, avec étonnement et avec émerveillement, que ce personnage qui s'appelle Aïe Aïe Aïe, c'est-à-dire traduit en français ensuite Ajax, c'est quelqu'un qui nous est très proche, c'est un homme honnête, généreux, valeureux et qui est épouvantablement victime de l'injustice. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens, hein, de manière comme ça ordinaire, quotidienne et ou supérieure, que ce soit pendant les guerres. Enfin, pour qu'il y ait une injustice, il faut qu'il y ait eu un jugement, qu'il y ait eu un jugement, que ce jugement ait été mal fait et qu'on soit profondément blessé et qu'on se sente, lorsqu'on est victime d'une injustice, on se sent rejeté au bord de l'humanité ou dans le fossé, dans la fosse. Ajax a été maltraité et de manière totalement injuste. Il n'y a aucune raison, sauf justement l'irraisonnable de l'injustice même. Et il ne supporte pas. Ce n'est pas un héros qui supporte, il n'entre pas dans le sublime. Cette injustice, il la prend pleinement comme ça dans le corps et il en devient fou, il en meurt. Bon. Mais avant de mourir, il est brusquement, il est le premier des analystes, le premier des psychanalystes. C'est-à-dire qu'il se dit, mais c'est terrible, j'étais destiné à cette douleur et à cette injustice, puisque mon nom c'est ça, c'est ce cri de douleur. Je suis né avec ce cri de douleur comme nom, je ne m'étais jamais aperçu que je m'appelais Aïe Aïe. Voilà. Et ça, Homère et Sophocle le décrivent. Ils nous disent que tout d'un coup, ce héros ouvre les yeux et les oreilles sur le hasard, sur la fatalité, sur l'écriture. C'est comme si on avait écrit comme ça sur son cœur ou sur son front, tu es le cri de douleur. Et voilà, et on trouve dans les plus anciens textes, dans ceux qui nous précèdent, ceux qui ouvrent le monde de la littérature, on trouve ces remarques unies sur ce qu'on pourrait aussi appeler une forme de traumatisme, c'est-à-dire que le traumatisme, ça laisse des cicatrices. On a reçu un mauvais coup et c'est ineffaçable. Et pour Ajax, c'est ineffaçable. Voilà, il est la douleur même. Et il en meurt. Alors, j'ai relu l'Iliade à un certain moment de mon existence, qui était un moment extrêmement douloureux, où ma mère s'en allait, et j'étais poussée à l'accompagner comme ça, m'asseyais à côté d'elle, et pendant que sa barque s'en allait, je lisais l'Iliade, et j'étais bouleversée par la douleur qui jaillissait de ces pages, et tout d'un coup, je me suis dit, mais ce cri, je l'entends là, puis je l'entends aussi dans l'Odyssée, où Ulysse, qui est en fait, d'une certaine manière, le tueur d'Ajax, descend chez le mort. Et
il a une permission spéciale. Et d'ailleurs, il faut qu'il aille chez les morts, parce qu'il doit apprendre des morts comment rentrer chez lui. Comment rentrer chez lui. Et parmi les morts qui se pressent, ils n'ont jamais de chance. Le coup de téléphone qui vient des vivants arrive une fois tous les 100 ans, hein, ou tous les 1000 ans. Donc, lorsqu'Ulysse descend, tous les morts se précipitent comme ça pour essayer de lui parler, de lui dire écoute, je te passe une lettre comme ça, apporte ça à ma mère, etc. Enfin bon, c'est terrible, ce sont des histoires justement de survie. Et parmi eux, il y en a un que Ulysse est tout étonné de voir. Il dit tu es mort? Je ne savais pas que tu étais mort. Et alors l'autre lui dit l'autre c'est le roi des rois, c'est Agamemnon. Et Agamemnon lui dit eh bien oui, je suis mort. Et tu sais comment? Eh bien, j'ai été tué. Et j'ai été tué par ma propre femme. Et tandis que j'étais en train de descendre chez les morts et que je me mourais, cette chienne n'a même pas accordé que mes yeux soient fermés, que ma mort soit reconnue. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est Agamemnon qui chante sur sa propre mort inconsolée. Et tout d'un coup, je vois cette phrase, et je me dis, mais je l'ai déjà vue quelque part, cette phrase-là. Or, cette phrase, elle est le titre même d'un immense livre de Faulkner, le grand écrivain américain. En anglais, c'est As I Lay Dying, c'est tandis que je suis étendu en train de mourir, et en français, c'est traduit par tandis que j'agonise. Et c'est une citation, en fait. C'est simplement l'écho et la réinscription de la douleur d'Agamemnon, sauf que cette fois-ci, le jeu qui agonise, ce n'est pas le roi Agamemnon, mais une dame, une femme admirable. Vous voyez comment ça circule. Voilà ce que fait la littérature. Au fond, elle envoie comme ça le cri et la protestation aussi de ceux qui meurent et qui meurent mal, qui meurent avec une mauvaise mort. Et est-ce qu'on peut mal mourir? On peut mourir mieux. On peut mourir accompagné ou déserté. Hein, voilà. Et la littérature, elle est là pour finalement être la secrétaire de tous ces accidents qui nous attendent à la fin, quelque part. Voilà. Alors chez Shakespeare, dans Hamlet, son aïe est plutôt peut-être plus une plainte. Dans le texte, tout vivant doit mourir, et Hamlet répond aïe, madame, c'est le sort commun. Et oui, c'est ça que ça veut dire. C'est différent, voilà. C'est la même plainte. Aïe, et oui, et oui. Quand tout à l'heure vous m'avez entendu le dire, vous vous êtes entendu, quoi. Et curieusement, nous avons tous le même soupir. Alors après, il y a une musique de la chose, à la fois selon la voix, la gorge qui pousse comme ça ce soupir qui nous déchire, et selon les langues. Alors justement, lorsque je suivais comme ça à l'oreille la trace de ce cri de désespoir, je me disais, et en allemand alors, comment on aille, et ben, c'est un peu différent, hein, c'est tout le sort qui pèse. C'est aussi. Mais en arabe, c'est ça. Hein, et franchement, c'est à peu près toujours. C'est un petit peu, si vous voulez, comme. De même que c'est, d'une certaine manière, le premier et le dernier cri, c'est un peu comme le premier et le dernier cri du tout petit enfant. Hein. Alors il y a la colère aussi. Ça peut aussi être un cri de colère. Et la colère, tu dis, c'est le chef furieux de la littérature. La colère, elle autorise ou elle ouvre sur le parricide, le matricide, l'enfanticide, les parjures. Mais est-ce que c'est elle, ça, on y reviendra, hein, sur l'innocence ou la culpabilité et le rôle des auteurs, de leurs personnages. Est-ce que la colère, c'est aussi elle qui donne la tonalité, la syntaxe, qui permet peut-être parfois le chant? Je pense que oui. D'abord, là aussi, pour revenir au premier moment de littérature, lorsqu'elle se précède, parce qu'elle n'est pas encore la littérature, elle est d'abord la musique de la douleur commune. On n'appelle pas littérature l'Iliade
Et l'Odyssée, le mot littérature arrive assez tard. Mais les premiers livres qui nous ont été chantés, ils commencent par des colères noires. Comme vous le savez, l'Iliade, c'est d'abord je chante la colère d'Achille. Hein. C'est les fous furieux. On a un grand bouclier et il y a Achille qui est fou furieux. Et on pourrait dire la même chose, bien sûr, de la Bible, parce que ça commence par de sacrées colères. Hein. Une belle colère de Dieu, bon, et il y a de quoi. Mais je pense d'ailleurs qu'on entre en littérature par la colère. Curieusement, ça c'est une anecdote, mais ça m'a beaucoup frappé, je l'ai gardé pour moi il y a 2 jours. Je participais à un énorme colloque, cette fois-ci sur les 40 ans, le quarantenaire d'une formation de recherche qui est persécutée en ce moment, qui est étude de féminine et étude de genre. Comme vous le savez, c'est persécuté par la bêtise humaine en France. Bon. Et j'ai eu l'occasion de dire justement mon irritation et ma colère devant la bêtise et la lâcheté. Surtout la lâcheté, parce que la bêtise, on ne peut rien. Hein, bon. C'est une malédiction, mais c'est comme ça. Mais la lâcheté, c'est intolérable. Alors, j'étais en train de pester et j'avais écrit un texte de rage, vraiment, contre tous les lâches qui m'avaient entouré. Les lâches, ce ne sont pas les ennemis, parce que les ennemis ne sont pas lâches. Ce sont les amis qui se disent oui. Voilà. Et j'ai un collègue très gentil qui est venu me dire j'ai compris la différence entre toi et moi. je répète. Et moi, je ne me suis jamais mis en colère. Et je regardais cet homme charmant et délicieux que j'aime beaucoup, et je me suis dit, il me manque encore quelque chose. Il a encore le temps que ça lui arrive, mais c'est franchement, on a besoin de colère. Mais de bonne colère. Pas de colère haineuse, mais des colères qui sont comme le vent qui souffle, pour essayer de faire s'éloigner des miasmes. Oui, le ciel. En tout cas, la littérature, c'est la colère. Alors, il y a les grands cris scolaires, et puis il y a aussi le cri de muscu, le cri de taupe, peut-être Joséphine la souris, chez Kafka. Ah oui, oui. Ça, j'associe. Je pense aux tout petits cris qui sont des cris jetés par la vie en péril. Je suis revenue, là aussi, il y a 2-3 jours, avec les comédiens du Théâtre du Soleil, avec qui je fais de temps en temps des sortes on appelle ça des meetings. C'est des petites rencontres comme ça où je leur parle d'état d'âme, parce que les comédiens travaillent, enfin leur combustible, ce sont les états d'âme. Et ils ont besoin d'avoir des états d'âme, sans quoi il n'y a plus rien. Et alors j'avais d'abord introduit un personnage qui est une pure merveille, que je vous rapporte ici, mais là, j'ai besoin d'un accessoire. J'ai besoin d'un châle. En bas. Un châle. Ah bah voilà. Merci. Ça c'est pour le théâtre. Alors je leur ai parlé, parce qu'ils sont en train de jouer Macbeth, d'un petit dieu qui est dans Macbeth. Vous savez que c'est une histoire de crime terrible, hein, bon. Et il y a constamment dans Macbeth un petit dieu invisible. Et ce dieu, c'est un dieu qui, chez les Grecs, était invisible. Il avait un nom au moins, et ce nom c'était Kairos. Et Kairos, c'est un petit dieu qui est le dieu de l'occasion. C'est un dieu qui appartient, c'est un dieu du temps, mais contrairement au grand dieu du temps qui est Chronos, et qui est comme ça l'étirement du temps à l'infini, il y a tout comme ça un petit dieu qui est Kairos, qui lui est celui de l'occasion, et il est représenté, c'est une pure merveille, alors je vais le faire, ce ne sera pas bien parce que je ne suis pas comédien, hein, mais il est représenté par un jeune homme qui est agile et bondissant, et qui a une particularité. Voilà. Il est comme ça. Et il a sur le front
il a 2 mèches. Et derrière, il est tout chauve. Si bien que quand Kairos passe devant vous, si vous voulez, comme disait ma mère, sauter sur l'occasion, il faut l'attraper là. Et si vous ratez l'occasion, ben c'est fini parce que derrière il est chauve. Voilà. Et sauter sur l'occasion, c'est un art, une chance, une aptitude. Et comme il va à toute vitesse, ça dure 1/10 de seconde. Alors, pour m'expliquer avec mes comédiens qui sautent sur l'occasion, et soit que ce soit une bonne ou une mauvaise occasion, hein, que ce soit un bon saut ou un mauvais saut, j'avais la chance, parce que j'avais un petit bébé dans les alentours, j'avais une peluche qui était un charmant lapin avec de longues oreilles comme ça et qui m'a permis d'incarner Kairos. Voilà. Alors, Kairos, on le rate ou on ne le rate pas. Et alors, comme mes comédiens se sont dit tout d'un coup qu'effectivement, ils avaient un rapport intense et secret à Kairos, et au prochain meeting, ils m'ont dit est-ce que le dieu de l'occasion repasse? Alors là, j'ai pas de lapin, parce que déjà, il était parti. Mais j'ai été chercher un personnage admirable, et sur lequel j'ai sauté, qui était naturellement dans un texte de littéraire admirable, mais il aurait tout à fait pu aussi filer, et j'aurais pu le rater. Et je ne l'ai pas raté. Alors, ça se passe dans une sorte de splendide église, c'est ici, quoi, si vous voulez, et là, en prière, de manière recueillie, il y a Julien, qui finira à la fin de ce récit admirable de Flaubert par devenir Saint Julien l'Hospitalier. Mais Saint Julien l'Hospitalier est un monstre, comme vous savez. C'est un Macbeth, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est entré dans la vie par le meurtre, et qui ensuite a été d'un meurtre à l'autre en l'augmentant. C'est-à-dire en commençant par un petit, puis de plus en plus grand, puis de plus en plus grand, puis en assassinant une forêt entière, ensuite en assassinant ses parents, etc. Bon, voilà. Quand il n'y a plus rien à assassiner, il reste l'enfer ou la sainteté. Mais au commencement, il y a une petite souris, voilà, toute blanche, et pendant la messe, elle sort comme ça, et voilà. Alors, Julien se dit que c'est ça. Il éprouve une sorte de haine fondamentale et étrange, et bien sûr inexplicable. Peut-être parce que cette souris est tellement jolie, elle est tellement petite, elle est totalement libre, elle n'est pas obligée de prier, elle traverse comme ça, comme absolument ravissante, la scène, et il se dit, ah ben toi alors, hein. Voilà. C'est la souris, elle est morte. Il y a une petite goutte de sang qui sort de son nez. Alors, Julien éprouve une jouissance extraordinaire. Flaubert a 3 mots pour le dire. Il éprouve un plaisir. On ne sait pas lequel, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ben, ce petit cri de souris, qui est le premier et le dernier cri, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des souris crier, pas seulement dans Kafka, hein, mais c'est très beau. Hein. Et c'est très beau, et c'est aussi fort qu'un cri humain. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu des souris crier dans l'escalier de ma maison, et j'ai l'impression que c'était un être humain qui appelait. Ça nous rappelle justement aussi à ce qui nous rassemble, nous lie à nos autres, à nos semblables, un peu dissemblables. Nous sommes aussi, hein, nous sommes des toutes petites souris, et nous sommes des Juliens, et nous sommes des monstres. Et chaque fois, nous élevons un cri. Alors si on croit en Dieu, comme certains poètes, hein, on envoie le cri et on se dit, est-ce que Dieu va l'entendre, hein, pour rire que nous dit que personne n'écoute, hein, que l'on crie mais que personne n'écoute. Ça, chacun évidemment pense ce qu'il veut. Mais la littérature, elle écoute et elle note tout ça. Qu'est-ce que dit John Donne? John Donne, il dit des choses admirables.
Mais c'était un prédicateur. Hein. John Donne, c'est pour moi un des plus grands poètes de langue anglaise. Et il est un peu comme Ajax. C'est un homme merveilleusement inspiré et spirituel, et qui se trouve avoir été appelé, enfin, son nom propre c'est Done. Et en anglais, Done, ça veut dire c'est fait. Non seulement c'est fait, mais c'est foutu. Et même on est cuit. Hein. Et voilà, si vous mangez un bifteck, on vous dit well done. Lui, c'est lui qui est l'auteur de ce qui est devenu quelque chose qui est une sorte de lieu commun maintenant, depuis les années 30. Ce lieu commun, c'est pour qui sonne le glas. Je pense que vous connaissez cette espèce de formule qui est devenue idiomatique et qui a servi de titre à un roman de Hemingway. En fait, c'est un peu comme pour Faulkner et Ajax, c'est un fragment d'un poème de John Donne, une méditation. Et cette méditation, le thème général de cette méditation admirable, qui est une méditation religieuse, c'est un prêtre, hein, John Donne, c'est un prêtre en même temps tout à fait païen, mais c'est un prêtre. Il nous dit, ça commence comme ça, en nous disant No man is an island. Ça, c'est très politique. Hein. Aucun homme n'est une île. Voilà. Personne n'est seul. Chaque homme est en fait une parcelle d'un continent. Il nous dit même, c'est une motte de terre qui est une motte de la terre vivante en général. Si bien que lorsqu'un homme meurt, c'est la terre entière, c'est le continent et la terre entière qui a perdu une part d'elle-même ou de lui-même. Puis il continue comme ça très longuement et il termine cette merveilleuse méditation en disant que, et c'est pour ça que lorsque vous entendez sonner le glas, il ne faut pas demander pour qui sonne le glas, parce que tu t'imagines que le glas sonne pour celui-là là-bas qui serait mort, c'est pas toi, mais non. Chaque fois que le glas sonne, il sonne pour toi, parce que celui qui meurt, c'est une partie de toi. C'est un message qui est poétique, mais totalement politique. Hein. Alors, on vient d'avoir un exemple tout à fait vivant là, du temps de la littérature qui n'est pas un temps chronologique et de cette espèce de téléportation de la littérature, des personnages et des auteurs à travers le temps. Ça me frappe toujours beaucoup chez toi, ayant entendu encore cette pollinisation, c'est un mot que tu emploies, et cette transmigration de cette pollinisation à travers les textes, les voix de ces textes et les fantômes de ces textes, et l'émission des voix, des timbres aussi de ces voix, parce qu'après tout, l'un ne crie pas comme l'autre. Oui. L'un ne crie pas comme l'autre. Non. Chacun d'ailleurs, bien sûr, chacun son chant, et chacun aussi son chanteur, si je veux dire. Parce que par exemple, il y a quelque chose de très beau quand on lit du Proust, c'est-à-dire quand on lit du Proust, on lit en même temps, qu'on le sache ou pas, qu'on l'entende ou pas, en même temps, une sorte de... C'est polyphonique, on entend un chœur, et on entend en même temps la voix de Sévigné, la voix de Chateaubriand, même la voix de Dostoïevski, la voix de Balzac. Et à un certain moment, dans ses textes un peu critiques, Proust dit qu'il aime Chateaubriand, et ça, je trouve que c'est très juste. Parce que Chateaubriand aime, que ce qui l'aime et ce à quoi il tient, et ce qui réveille en lui la mémoire, c'est une alouette, c'est un chant d'alouette. Et